Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Depuis une semaine, la guerre fait rage entre Israël et l'Iran. Quelle est la solution pour résoudre ce conflit à vos yeux? La solution, c'est la négociation. Nous pensons qu'il faut à tout prix que s'arrêtent ces violences qui sont effectivement extrêmes et qui souvent, malheureusement, touchent des civils de part et d'autre. Et donc il s'agit, pour une région aussi importante sur le plan géopolitique, sur le plan économique, avec pétrole, c'est donc un conflit qui concerne le monde entier. Les Américains disent qu'ils n'interviendront pas si l'Iran renonce à l'arme nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous n'avons pas d'opinion sur cette question. Il s'agit d'une question complexe qui concerne des informations qui, pour l'essentiel, ne sont pas rendues publiques et pour laquelle nous n'avons pas de position à exprimer. Est-ce que l'Afrique peut jouer un rôle dans la résolution de ce conflit? L'Afrique peut proposer l'arbre à palabre, c'est-à-dire la possibilité que les belligérants se rencontrent, se parlent, se comprennent et trouvent le moyen de coexister dans la région. Autre conflit dans les Grands Lacs. Ce mercredi, la République démocratique du Congo et le Rwanda se sont engagés à signer un accord de paix le 27 juin prochain lors d'une réunion ministérielle prévue à Washington. Quelle est votre réaction? Nous nous réjouissons de cette avancée qui nous paraît une avancée majeure. Bon, bien entendu, à ce stade, nous avons tous entendu la nouvelle. Nous ne connaissons pas, et peut-être ne connaîtrons-nous jamais le détail de ce qui a été conclu, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est prôné un arrêt des hostilités, un désarmement des forces qui sont considérées comme rebelles et la possibilité d'aller vers la conclusion d'un accord de paix. Donc nous, les pays voisins, nous nous réjouissons de cet accord et nous espérons que les différentes étapes qui semblent attendues soient franchies sans encombre. Et après 29 ans de guerre dans les Grands Lacs, vous croyez à une paix définitive? Nous espérons que cette fois-ci, avec l'intervention d'un pays majeur, d'une grande puissance comme les États-Unis, que cette fois-ci soit la bonne. Vous parlez des États-Unis depuis 2 mois. Ce sont en effet les États-Unis et le Qatar qui font médiation entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que l'Afrique n'est pas marginalisée dans cette affaire? Bon, je crois qu'il faut que nous regardions différents centres de négociation ou de décision. Il y a ce que vous savez, une intervention technique des plénipotentiaires à Doha, au Qatar. Il y a les initiatives de l'Union africaine, des instances sous-régionales, notamment la SADC. Il y a la désignation de médiateur par l'Union africaine, le président Faure Gnassingbé du Togo. Il y a le président Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, choisi pour la dimension de l'homme. Donc il y a de multiples tentatives de rapprocher les différentes parties. Sachons de toute façon qu'il s'agit là d'une démarche, à notre sens, qui est exhaustive, puisque la situation est complexe. Mais vous regrettez visiblement que les 2 principaux médiateurs ne soient pas africains, les États-Unis et le Qatar. Non, c'est pas un regret, c'est un constat. Vous savez, le monde, il est basé sur la capacité pour les médiateurs d'amorcer avec suffisamment de puissance les mécanismes qui conduisent, par exemple, à ce qu'il vient d'arriver et une signature attendue d'un accord de paix. Mais n'est-ce pas un échec pour l'Union africaine? Non, je considère qu'objectivement, quand une maison brûle, tous ceux qui amènent des seaux d'eau pour éteindre l'incendie sont les bienvenus. Il y a 2 semaines, c'est le Rwanda qui devait prendre la présidence tournante de la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Mais à la demande de la RDC, cela ne s'est pas fait. Et du coup, le Rwanda s'est retiré de l'organisation régionale. Votre réaction? Écoutez, c'est un mouvement regrettable. Nous pensons que le Rwanda, qui est un pays dont les dirigeants sont posés, nous pensons que ce mouvement d'humeur passera et que nos frères rwandais rejoindront très vite l'organisation pour qu'à un moment donné, ils puissent conformément au statut, conformément aux règles, en prendre la présidence. Depuis 1 an, la location de 12 000 hectares de terre congolaise à une société rwandaise suscite beaucoup d'émotions à Brazzaville, mais aussi à Kinshasa, où beaucoup y voient le risque que l'armée rwandaise en profite pour ouvrir un 2e front contre la RDC. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous venez d'annuler ce contrat foncier avec le Rwanda? Non. Alors, il faut que je précise en 2 mots la situation. Il y a d'abord des accords d'État à État, qui sont des accords de coopération bilatérale classiques. Ce sont des accords dans des matières essentiellement économiques. Ces accords ne sont pas remis en cause et ils n'ont aucune raison de l'être. Il y a à côté de cela des contrats ponctuels qui ont été conclus pour la relance de la production agricole dans des zones très riches qui permettront d'avoir de la production supplémentaire en matière de soja, en matière de tomates et de production de différentes denrées agricoles. Ces accords ont été conclus avec
avec des sociétés rwandaises. Ces accords devaient faire l'objet d'une conclusion de beau amphithéotique. Mais il y avait une condition qui avait été fixée au moment de leur signature, il y a un peu plus de 2 ans, c'était que ces entreprises, sur les 5 sites qui ont été choisis dans notre pays, fassent preuve de motivation, d'expertise et montrent en 2 ans leur capacité à rendre effective leur tentative de production à venir. Et ces 2 ans qui ont été fixés contractuellement se sont écoulés au 8 décembre 2024. Et malheureusement, ils ont pris fin. On a constaté leur caducité parce que les entreprises n'ont pas accompli les diligences qui étaient attendues d'elles. Et donc, naturellement, la condition de caducité a été mise en œuvre depuis le 8 décembre 2024. Donc, ce sont des accords spécifiques dans des matières agricoles. Et donc, comme vous voyez, rien à voir avec le conflit que nous évoquions tout à l'heure. Alors, il n'y a strictement, bien entendu, aucun rapport entre des accords que nous passons couramment avec des entreprises d'autres États. Nous avons des Sud-Africains, nous avons d'autres nationalités à qui sont concédées sous la forme de baux amphithéotiques des parcelles de terre et des hectares à gauche ou à droite. Il n'y a là absolument aucune connotation militaire. Et puis d'ailleurs, comment voudriez-vous qu'il y ait des connotations militaires à ce type d'accord alors que notre pays est situé à près de 1500 km du théâtre des opérations concernées, c'est-à-dire l'est de la RDC et les confins du Rwanda. Donc non, il s'agit là, bien entendu, de spéculations qui n'ont rien à voir avec la réalité. En tout cas, les autorités de Kinshasa étaient inquiètes et elles vous l'avaient fait savoir. Nous échangeons régulièrement avec les autorités de Kinshasa. Je peux même vous dire que récemment, le ministre de l'Intérieur du Congo a eu l'honneur de rencontrer le président Félix Tshisekedi et je suis certain que nous apportons au quotidien toutes les assurances de notre volonté de faire que ça se passe bien. Mais du coup, est-ce que vous ne risquez pas de vous fâcher avec votre partenaire rwandais? Pour quelle raison? Parce que ce projet de location de terre, il avait été conclu il y a 2 ans lors d'une visite de Paul Kagame à Brazzaville et que dans le cadre de cet accord était prévu également un investissement rwandais de quelques 200 millions de dollars dans la zone économique spéciale de Maluku, à 70 km de Brazzaville. Est-ce qu'il tient toujours? Alors là, vous voyez, il s'agit d'un autre volet. Là, il s'agit du volet de la coopération d'État à État. La zone industrielle de Maluku, qui a été au préalable aménagée par les autorités congolaises chez nous, doit faire l'objet d'une mise en exploitation. Et cet accord n'a rien à voir avec les accords agricoles dont on a parlé tout à l'heure. Il s'agit là d'une coopération d'État à État. Tandis que dans l'autre cas, il s'agit d'accords qui lient les pouvoirs publics qui mettent à disposition des terres et des entreprises privées. Et cet accord sur Maluku, il tient toujours ou pas? Ce sont les accords d'État à État qui sont à ce stade maintenus, qui n'ont rien à voir avec cette production agricole. Il y a 2 semaines, les Américains ont décidé d'interdire l'entrée de leur territoire aux ressortissants de 12 pays, dont le vôtre. Comment vous réagissez? D'abord la surprise, parce que si nous lisons le décret, nous l'avons lu, ce décret évoque les pays qui sont soupçonnés d'abriter ou de susciter le terrorisme. Pour nous, il est reproché à nos compatriotes se rendant aux États-Unis munis d'un visa, soit d'y rester définitivement, donc pour devenir des clandestins, soit d'y rester trop longtemps par rapport à la date d'expiration de péremption du visa. Il s'agit donc de choses qui, malheureusement, ne peuvent être gérées par les autorités nationales puisque nous n'avons aucune possibilité d'obliger quelqu'un à rentrer au terme de son visa. Par contre, il s'agit rapidement de régler la situation de manière à ce que nous soyons sortis de cette liste de pays victimes du travel ban. Et les discussions sont en cours avec les autorités américaines, l'ambassadeur des États-Unis au Congo, comme les autorités de l'administration du président Trump à Washington. La présidentielle au Congo, c'est dans 1 an, mais votre pays est frappé depuis quelques années par des gros problèmes économiques et notamment des pannes d'électricité de plus en plus fréquentes. Est-ce que vous ne risquez pas d'affronter le mécontentement des populations? Écoutez, ce secteur qui est en crise fait l'objet de discussions en vue de sa réforme. Il y a depuis quelques années de la part du gouvernement une politique de réforme pour améliorer l'offre et de réforme pour améliorer la gestion de ce qui est produit. Et nous en sommes là. Il y a des procédures qui doivent conduire à un affermage, c'est-à-dire la capacité qu'un opérateur performant vienne renforcer notre Société nationale de production d'électricité, donc la EKRC. Et cette procédure donc est en cours. Et nous espérons, dans le cadre de la concertation avec les partenaires d'un côté, la pertinence
persuasion qui est en cours vis-à-vis des syndicats et le personnel que nous arrivions à une solution. Pourquoi pas avant l'élection présidentielle? Pourquoi pas? Avec une seconde ligne à haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville? Pourquoi pas? Mais déjà, il faut que nous remettions à flot la ligne actuelle qui connaît parfois quelques pannes. Le président Sassou Nguesso a le droit de se représenter l'an prochain, mais il est au pouvoir depuis plus de 40 ans. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait envisager de laisser la place aux jeunes? Bon, moi je poserais la question plutôt dans l'autre sens. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande stabilité, nous avons un président de la République expérimenté. Je suis convaincu, et là c'est non seulement le ministre qui parle, mais le militant politique, nous pensons que le président de la République est celui qui va favoriser cette transition générationnelle dans la paix, dans la stabilité et dans la cohérence. Parce que quand on se précipite vers ce qui ressemble à un changement, on s'aperçoit bien vite que les mains inexpertes à qui on confierait trop vite les choses pourraient conduire le pays à l'impasse. Donc le président de la République, d'ailleurs on le voit dans les nominations qui sont faites à tous les niveaux de l'administration, pas seulement au gouvernement, mais dans tous les niveaux d'administration dans le pays, privilégie l'option jeune. Et donc, pour ce qui concerne l'élection présidentielle à venir, on est à 9 mois. Il n'y a aucun obstacle constitutionnel et juridique à une éventuelle candidature, mais il s'agit d'une décision personnelle. Je souhaite que le président de la République soit candidat, mais ce n'est pas à l'ordre du jour au moment où nous exprimons, puisque nous sommes, comme je l'ai dit, à 9 mois de l'élection présidentielle, et le président a un mandat à remplir et doit engranger le maximum de résultats entre-temps. Mais cette transition générationnelle dont vous parlez, elle pourrait avoir lieu dès l'année prochaine ou pas? Non, cette transition générationnelle, il la porte, lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est le transmetteur, qui porte cette transition générationnelle. Je dis qu'il va assurer cette transition en allant vers la capacité de rajeunir les équipes, d'y inclure le maximum de jeunes. C'est cette transition générationnelle dont je parle. Voilà 9 ans que les opposants Jean-Marie Michel Mokoko et Andréo Combi-Salissa sont derrière les barreaux. La justice les a condamnés à 20 ans de prison, mais beaucoup les considèrent comme des prisonniers politiques. Est-ce qu'une grâce présidentielle pourrait avoir lieu avant l'année prochaine, avant la présidentielle? Bon, il me semble que dans notre législation, ce sont des éléments qui souvent doivent faire l'objet d'initiatives de la part des condamnés. Donc je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Je pense que le président de la République est le seul juge de l'utilisation du droit de grâce. Est-ce que leur maintien en prison ne ternit pas l'image du Congo? Je ne saurais le dire. On ne parle pas d'individus qui étaient innocents et qui n'avaient commis absolument aucun crime ou infraction. On parle d'individus dont les procès ont démontré la culpabilité. Tout est possible, y compris une grâce? Je ne peux pas me substituer en conscience au président de la République, seul maître de la possibilité de gracier. Thierry Moungala, merci.